superficie de 2 300 000 km², la République démocratique du Congo se classe au deuxième rang derrière l'Algérie des pays les plus vastes d'Afrique. Partageant les frontières avec 9 pays, notamment le Congo-Brazzaville, l'Angola, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie, la RDC occupe le premier rang des pays africains ayant le plus de pays limitrophes. Pour ces deux raisons, la République démocratique du Congo est un géant situé au cœur de l'Afrique. Les investigations géologiques coloniales et néocoloniales sont arrivées à une conclusion unanime. La RDC est un scandale géologique qui recèle dans son sous-sol et son sol l'essentiel des minerais critiques. Pour faire simple, il n'y a pas de smartphone, pas de batterie pour les voitures électriques, pas de transition énergétique sans la RDC. Mais là, cette richesse géologique importante est inversement proportionnelle à la situation matérielle misérable du pays et des populations. En RDC, la misère dicte sa loi et les conditions de vie infra-humaines sont généralisées. Les rébellions armées s'y développent et maintiennent le pays dans une misère indescriptible. Mais que s'est-il passé? Pourquoi ce paradoxe et à quand sa fin? Pour comprendre l'histoire de la RDC, nous sommes obligés de revisiter la conférence de Berlin. Tenue entre 1884 et 1885, cette conférence avait pour objectif majeur, spécifiquement concernant la RDC, 1. Le roi Léopold II devient propriétaire à titre personnel d'une vaste colonie, l'État indépendant du Congo. 2. Une zone de libre commerce fut établie autour du fleuve Congo. Plus tard, en 1908, le roi Léopold II, roi des Belges, décide de léguer sa colonie privée à l'État belge. Mesdames, Messieurs, en 1958, un leader congolais du nom de Patrice Emery Lumumba assiste à la première conférence des peuples africains à Accra, au Ghana. Celui-ci rencontre des grands leaders panafricanistes, parmi lesquels Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Modibo Keïta, Gamal Abdel Nasser. De cette rencontre, M. Lumumba va évoluer de statut de complaisant à statut de panafricaniste révolutionnaire et va ainsi inaugurer dans un discours à Léopoldville un 28 décembre 1958, lors de l'indépendance du Congo, il dira ceci, je cite, « L'indépendance que nous réclamons au nom de la paix ne doit être considérée par la Belgique comme un cadeau. » Cette déclaration provoquera une semaine plus tard des émeutes à Léopoldville. Mesdames, Messieurs, en 1960, le Congo accède à l'indépendance. Après le discours complaisant du président Joseph Kasavubu, le Premier ministre Lumumba prendra la parole contre le programme de la cérémonie pour prononcer un discours historique dont nous voulons rappeler ici l'extrait. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir lorsqu'il travaille dans la liberté et nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Mesdames, Messieurs, à cause de son discours panafricaniste, le Premier ministre Patrice Lumumba deviendra l'homme à abattre. Il sera alors assassiné le 17 janvier 1961 par la Belgique, la CIA et les traîtres congolais, notamment Mobutu Sese Seko et Moïse Tshombe, le sécessionniste katangais. En récompense pour sa complicité criminelle, Mobutu sera installé au pouvoir en RDC. Il y régnera d'ailleurs pendant 32 ans.
Mais hélas, après la chute du mur de Berlin, les États-Unis arrêteront de soutenir Mobutu et le Congo entrera dans sa première guerre de 1996 à 1997. En 1997, le Rwanda sous Paul Kagame et l'Ouganda de Museveni ainsi que les États-Unis vont propulser Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Celui-ci arrivera avec des idées sombres, donner aux Tutsis un pouvoir sans pareil en RDC. Mesdames, Messieurs, en juin 1998, Laurent Désiré Kabila décide de se débarrasser du Rwanda. Il se fait d'ailleurs accompagner par le Zimbabwe et l'Angola. En 2001, le président Laurent Kabila est hélas assassiné dans son palais par les membres de son état-major. Son fils Joseph Kabila Kabange est installé au pouvoir. Il est d'ailleurs soupçonné d'être un Tutsi et responsable de l'assassinat de son père. Le 23 mars 2009, un accord entre le gouvernement de Joseph Kabila et le CNDP, le Congrès national pour la défense du peuple, ce qui deviendra plus tard le M23, est signé. Un accord qui donnera aux rebelles du M23 des marges de pouvoir au sein de l'armée congolaise et leur permettra d'intégrer les postes de commandement militaire. Mesdames, Messieurs, en novembre, autant pour moi, 2012, la ville de Goma est prise en otage par le M23 car ceux-ci estiment que les accords n'ont pas été respectés. En novembre 2013, le groupe de rébellion du M23 est défait et va en retraite en Ouganda. Arrive donc au pouvoir en 2019 le président actuel Félix Tshisekedi. En 2021, le groupe du M23 refait surface et s'empare de la ville de Bunagana à la frontière avec l'Ouganda. Il s'empare des villes de Ngoma, de Bukavu, de Walikale et en alliance avec l'AFC, l'alliance du fleuve Congo de l'opposant Corneille Nangaa, ceux-ci veulent à tout prix se débarrasser la RDC du régime de Félix Tshisekedi. Nous sommes en 2025, la RDC est dans une situation désespérée. Félix Tshisekedi n'a pas de choix que de se tourner vers un partenariat stratégique. Donald Trump, président des États-Unis, pour un retour à la paix. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, très chers internautes. Il a fallu faire ce bref historique pour situer les origines profondes de cette guerre quasi permanente en RDC. Comme toujours, il est avec nous, notre invité exclusif. Il est homme politique, président du nouveau mouvement populaire panafricaniste. Il est une fois de plus présent pour apporter sa contribution à l'édification et à la construction de la souveraineté de notre continent. Bonsoir, bienvenue Monsieur le Président Banakani. Bonsoir Madame Yapmou. Bonsoir à ton coéquipier dans la conduite de cette rencontre numérique. Bonsoir à toute l'équipe technique. Bonsoir à nos internautes, à nos abonnés. Un clin d'œil à tous ceux qui, de près ou de loin, participent à la promotion de nos plateformes et nous apportent leur soutien. Une fois de plus, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas seul, comme vous l'avez indiqué. Je suis, comme toujours, accompagné dans le cadre de cette tectonique géopolitique de mon co-présentateur, M. Kessimpek, à qui j'adresse mes salutations. Bonsoir. Bonsoir, Madame Yepmo. Très belle, très belle introduction. Et je dis également bonsoir au président du nouveau mouvement populaire, M. Bandakani. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, mon cher Laurent Mpek. Monsieur le Président, ce soir, nous sommes là pour une tectonique géopolitique consacrée à la RDC. Monsieur le Président, de plein fouet, la RDC est un pays vaste, pratiquement 2 millions de kilomètres carrés, 3 fusées horaires, plus de 100 millions d'habitants. Monsieur le Président, depuis 1885 et depuis son indépendance, pratiquement la RDC n'a jamais connu de période de paix, toujours en guerre. Monsieur le Président, quelles sont, selon vous, les raisons profondes de ce chaos imminent et interminable? Nous parlons pratiquement de 20 millions de morts. 20 millions, Monsieur le Président. C'est pratiquement un génocide. Si vous prenez pour référence 30 ans, mais si vous commencez depuis Léopold II, on a pratiquement près de centaines de millions de morts.
c'est plus que la Deuxième Guerre mondiale. Pratiquement la population actuelle du pays. Donc, le monde s'est donné rendez-vous, le monde capitaliste s'est donné rendez-vous en RDC pour s'accaparer les richesses de ce pays, qui sont vitales pour le capitalisme mondial, sous hégémonie occidentale. C'est très important de comprendre ça. Léopold II, c'est une aventure coloniale, mais sous fond de capitalisme colonial. Léopold II, il ne faut pas oublier ça. On fait même base sur les ressources minières, matières premières de la RDC, qui vont servir de base à l'accumulation primitive du capital pour Léopold II et la Belgique. Et après lui, dans la perspective de l'économie monopoliste, c'est-à-dire une économie capitaliste dominée par les multinationales. Il faut bien comprendre ça. Multinationales, cette fois-ci, sous la coupole des Américains. Et dès les années 60, la vague d'indépendance qui travaille le continent africain est vidée de tout contenu en RDC avec comme point culminant l'assassinat du Patrice Lumumba, vous l'avez tout à l'heure souligné dans votre introduction, qui est le père du mouvement national congolais. Donc les choses sont simples. On ne comprend pas ce qui se passe en RDC si on évacue sa dimension fondamentale qui est d'abord la continuité de la mainmise occidentale sur les matières premières d'un pays tiers, avec son corollaire d'arrachage du pays des mains de ses populations au profit de l'étranger, à l'occurrence Léopold II, après les Américains, et comme je vous ai dit, les multinationales étrangères, les multinationales capitalistes étrangères, comme celle-ci, pour reprendre les mots de Lénine, participe d'un capitalisme d'État. Il n'y a pas de multinationales étrangères sans les États, n'est-ce pas? Les États qui en ont fait leur fondement, c'est le cas des États-Unis. Quand ce ne sont pas les États qui sont les pays d'origine des monopoles capitalistes. Et il faut bien comprendre cette affaire. C'est très important de rappeler le début. Donc, pour assurer cette entreprise de prédation et de dépossession des populations de leur pays, à l'occurrence au cas de la RDC, il faut mettre sur pied une géopolitique et une politique correspondante. Aussi simple que ça. Qui va s'adapter aux différents cycles historiques qui vont traverser le continent. Alors, je vous ai parlé de l'indépendance. Donc, il faut faire semblant de rendre le Congo indépendant. On fait semblant parce qu'entre-temps, évidemment, on a liquidé le mouvement national du pays, le Lumumba. Une fois qu'on l'a liquidé, ça crée un vide politique, comme c'était le cas au Cameroun avec l'UPC. Il y a un vide politique, on remplace ça par des pantins et des marionnettes. Mobutu en était la figure la plus aboutie. Donc, il va gouverner le pays pendant 32 ans, vous l'avez rappelé. Je dis sur la base du vide politique. Ça veut dire que dès que Lumumba et son mouvement sont démantelés, je répète, il y a du vide politique en RDC. Qu'il y ait des gens qui papillonnent politiquement, qui font du bruit, qui s'agitent. C'est un fait. On a eu Kasavubu, on a eu Tombé. Bon, Tombé, lui, c'est un bandit, c'est un criminel. Tous ces gens qui s'agitaient là, qui n'avaient pas de position claire et précise face aux colons et face à l'entreprise de prédation qui frappait la RDC avec les corollaires tout à l'heure que j'ai souligné. Tous ces gens-là, ça ne les intéressait pas. Ils faisaient la politique politicienne.
Celui qui a développé une dynamique qui soit à la hauteur des enjeux du pays s'appelle Patrice Emery Lumumba. On l'a liquidé. Je répète, je me répète à dessein. Vide politique. La RDC va entrer dans ce qu'on appelle l'inexistence politique. Ce vide politique et cette inexistence politique va être comblée pour les besoins de la cause par les néocolons qui continuent l'œuvre de Léopold II. Ils vont donc fabriquer une classe politique d'indigènes politiques pour combler le vide. J'ai dit, c'est ça Mobutu, et tout ce qui l'a accompagné, les Tshisekedi, tout ça, ce genre-là, ce même genre, sur la tutelle des Américains. Mobutu, c'est un agent de la CIA. Il a un même numéro matricule. La RDC est indépendante de forme. Et son unité est garantie parce que les Américains, le président qui est là, c'est un agent de la CIA. Donc les Américains n'ont pas de problème. Lui-même, il est conscient, c'est pas que les matières premières du pays n'appartiennent pas à la RDC. Le petit pourcentage qu'on laisse à la RDC, il peut en faire sa propriété s'il veut. Bon, c'est ça le deal. Le gentleman agreement. Agreement, vous avez compris. Comme dans le cadre du pétrole en France-Afrique. Donc, Mobutu fait son théâtre pendant 32 ans. Il tombe dans les conditions que nous connaissons. Mais je répète, comme il y a le vide politique, il n'y a pas une classe politique qui a émergé et qui aurait pu transformer la chute de Mobutu en opportunité d'indépendance pour la RDC. Donc la chute de Mobutu va être plutôt un drame pour le pays. Ça va aggraver la situation du pays, sa dépendance, le fait qu'il soit une cible, le pays est une cible de prédation, etc. Ça va aggraver ça. D'autant plus que pour que Mobutu tombe, les Américains vont organiser une coalition prédatrice de sous-traitants de la prédation américaine. C'est Paul Kagame, c'est Yoweri Museveni. Même le Burundi était dans le jeu au début, à l'époque, et ils vont mettre devant Kabila, qui, au nom d'une stratégie que moi je considérais comme un peu pompeuse, accepte le deal en croyant qu'il va retourner le deal contre ses initiateurs. Bon, je crois qu'il a beaucoup rêvé. Effectivement, quand il va le faire, il sera assassiné. C'est le déclenchement de tout le drame que nous vivons là aujourd'hui, qu'on voit là aujourd'hui. C'est l'origine de toutes les milices qui pullulent en RDC, dans le fameux M23, qui s'appelait, tout ça, ce sont les enfants qu'on appelait l'FDR, de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, qui avait Kabila, père comme pantin, mais qui était porté par les Américains, avec leurs sous-traitants, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Donc, entre-temps, donc, quand Kabila fait ce qu'il a, Kabila perd ses rebelles, ça va arriver à une scission. L'AFD va connaître une scission, avec d'abord ce qu'on appelait à l'époque le Rassemblement congolais pour la démocratie des Atou Zaidi Ngoma à l'époque. C'est ça qui est l'ancêtre de tous ces groupes armés qu'on voit là, le M23. Plus les AFD, ce qu'on appelle l'Alliance des forces démocratiques. Tous ces groupes armés-là ont pour ancêtre l'AFDLR jusqu'à présent. Donc c'est ça le drame du pays. Kagame est de fait, depuis son arrivée au pouvoir, le vrai président de la RDC. Kagame est de fait le vrai président de la RDC. Il dirige la RDC par l'entremise des groupes armés 1-23, CNDP, etc. C'est lui le patron. Donc Kabila, c'est un Kabila fils, d'abord c'est pas le fils de Kabila, c'est un Rwandais, c'est un pantin, c'est un sous-préfet à la sortie de Paul Kagame. C'est comme ça que le pays a été dirigé. Est devenu de fait une colonie du Rwanda, avec tout ce que cela comporte. Une classe politique, comme je vous ai dit, complètement, excusez-moi, de vaurien, une classe politique de vaurien, totalement, à la sorte de Paul Kagame, jusqu'à l'arrivée de Paul Tshisekedi, de M. Félix Tshisekedi, c'est ça? Félix Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi, jusqu'à son arrivée au pouvoir, jusqu'à la situation que nous vivons actuellement. Donc, si on se résume, la RDC, c'est une colonie des États-Unis et de ses multinationales,
colonisation sous-traitée à M. Paul Kagame et son valet d'à côté, Yoweri Museveni, qui donc, pour maintenir ce projet éternel sur la RDC, tue les Congolais, les massacre, entretiennent une géopolitique du chaos à l'intérieur de la RDC. C'est ce que vous avez appelé les guerres permanentes, n'est-ce pas? L'actualisation des milices permanentes, entre autres, les populations qui, délaissées par l'armée, qui ne sécurisent pas tout le territoire, elles-mêmes se défendent. C'est ça les milices d'autodéfense, il y en a énormément, qui servent de prétexte au Kagame et consorts pour justifier la création d'autres milices, dont le M23. Rendre le chaos, le pays ingouvernable, et donc maintenant finaliser le projet qui est de savoir détacher le Kivu de la RDC. C'est ça l'enjeu de l'Est du Congo. Parce qu'à l'Est du Congo, le coltan qui est là-bas, il n'y a pas d'économie mondiale sans le coltan de l'Est de la RDC. Je répète, il n'y a pas d'économie mondiale à l'heure actuelle sans le contrôle du coltan à l'Est de la RDC. La mission de Kagame, c'est de détacher le Kivu de la RDC à défaut d'entretenir une géopolitique de chaos qui permet le pillage de ces matières premières, pourvu que la RDC ne puisse pas y avoir la même mise. Il ne faut pas que la RDC ait une armée. Parce qu'une armée digne de son nom, qui puisse sécuriser le territoire de la RDC, ce sera la fin de cette géopolitique. Ça sera la fin de la domination économique des multinationales occidentales dans le pays. Ce sera la fin de la mafia et ça serait terminé pour le Rwanda et son rôle de comptoir géopolitique de déstabilisation de la RDC. Donc, pour ça, il faut tout faire justement pour que la RDC n'ait pas d'armée, etc. Alors, vous savez, on nous a longtemps vendu, l'accord de paix que Kabila avait signé avec le M23. Bon, c'était du théâtre pur et simple. C'était du théâtre. Un Rwandais, sous-préfet de Kagame, n'est-ce pas, fait semblant de faire la paix avec ses frères rwandais, mais à condition que le M23 soit intégré dans l'armée. C'est l'origine de tous les généraux qui vendent leur pays, n'est-ce pas, au M23. Et cette dernière semaine, vous êtes au courant ces derniers jours, tout ce qui a procédé à l'arrestation des généraux traîtres, dont un certain Chiwewe, n'est-ce pas, et les autres. Donc, c'est ça le problème de la RDC. Le reste est secondaire. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi au niveau du NMP, nous nous attardons pas sur le président Tshisekedi, nous lui apportons notre soutien. Parce que le président Tshisekedi n'est pas le problème de la RDC. Ça a commencé depuis très longtemps. Il n'est pas le problème de la RDC, c'est cette économie de la prédation criminelle, génocidaire, organisée par les Occidentaux, dont les États-Unis, mais qui ont recruté pour les besoins de la cause un Paul Kagame, n'est-ce pas, un Paul Kagame et un Yoweri Museveni, n'est-ce pas, qui ont accepté d'être des agents militaires américains pour entretenir le chaos en RDC pour les besoins de la cause que j'ai expliqué. Si on comprend ça, l'affaire devient très simple et on comprend tout ce qui se passe là, les accords qui sont signés, Doha, etc. Merci, Monsieur le Président. Alors, on va évoluer avec la prochaine question. Alors, lors des élections de 2018, la RDC a vu une coalition internationale être constituée par l'Église catholique et l'Union africaine, portée ici par la communauté internationale, qui s'opposait farouchement à la réélection de Joseph Kabila. Elle promettait même d'ailleurs le chaos si celui-ci, Joseph Kabila, était réélu. Alors, pour sortir le pays de ce chaos, Joseph Kabila a opté pour un accord entre lui, un deal entre lui et Tshisekedi qui a donc permis, a pris une forme de processus électoral et a vu donc M. Tshisekedi prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, il y a comme un retournement de la situation. Ceux qui étaient hier des alliés, des ennemis autant pour moi, de Joseph Kabila sont devenus aujourd'hui des alliés apparents de ce dernier. Comment expliquer cette recomposition des alliances dans le jeu politique congolais, M. le Président? Ça a toujours été ça en RDC. Ça a toujours été ça en RDC. Il n'y a pas d'alliance stable en RDC. Je vous ai dit que la caractéristique principale de ce pays, c'est l'inexistence de la politique.
la politique n'existe pas en RDC. Si vous réduisez la politique au fait qu'il y a des partis politiques qui fonctionnent, il y a des prétendus hommes politiques qui vont à les élections et dire qu'ils ont gagné comme le Fayoulou. Si vous appelez ça politique, tout ce vacarme et cet entama inutile qui ne sert à rien, dans ce cas, oui, la RDC a une classe politique. Mais si vous considérez la politique comme étant là et le principe consistant à défendre la souveraineté d'une nation, à avoir le contrôle sur ses ressources pour le développer, alors la RDC n'a pas de classe politique. Il faut bien comprendre ça. Donc, une classe politique qui est inexistante au sens que je définis, ne peut être que la face visible d'un iceberg qu'on ne voit pas, à savoir un système de marionnettes dans les mains de force qui justement n'ont pas intérêt à ce qu'on les voit. C'est ça le problème. Donc quand Kabila était au pouvoir, c'était ses alliés, ils étaient ses alliés. Mais comme il y avait plein de contradictions entre eux, parce qu'à un moment donné, il y a eu des contradictions entre eux, qu'ils n'arrivaient plus à gérer, même au niveau de leurs parrains à l'étranger. Parce qu'il faut comprendre que les événements en RDC sont déterminés par l'étranger. Sont déterminés par les évolutions géopolitiques mondiales. Regardez la situation actuelle. Il a fallu que Donald Trump arrive au pouvoir pour que le président Tshisekedi ait des leviers, et quelques leviers, pour faire avancer la situation dans son pays. Donc, à l'époque de Kabila, ses patrons estimaient que bon, c'est trop pour lui, et les forces internes, politiques internes, à l'époque, souvenez-vous, hein, les réunions se tenaient à Kigali. Toute l'opposition congolaise se réunissait à Kigali quand elle n'était pas en Europe, soit en Belgique, soit en France. Vous pouvez vous souvenir à l'époque. C'était ça les lieux. Se réunissaient là-bas. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, c'est que leur patron à l'époque, les contradictions à l'international et les reclassements internes à la hiérarchie des rapports de force entre les États-Unis, la Belgique et l'Europe, ont créé un ensemble de conditions qui ne permettaient pas à Kabila de se mettre Kabila fils, soi-disant. Il n'est pas le fils. C'est un faux fils en passant. Donc, on crée des conditions pour que Kabila ne puisse pas se maintenir au pouvoir, comme l'aurait voulu le faire. Et les agents de l'intérieur chargés de s'assurer que cet agenda est bien exécuté, c'était la SENCO et l'opposition politique congolaise. Et c'est ce qui est là, était dans cette opposition. Avec les Fayoulou, tous ces gens-là, ils étaient ensemble. Et je répète, ils se réunissaient à Kigali. Donc, mais, comme ils respectent tous la vraie loi non dite de la politique en RDC, à savoir ne jamais remettre en cause le principe que les matières premières de la RDC n'appartiennent pas à la RDC. Ça, c'est le principe de base de la politique en RDC. Depuis Léopold II jusqu'à aujourd'hui, c'est que si tu veux faire la politique en RDC sans subir le sort de Lumumba, accepte le principe de ce que les matières premières du pays n'appartiennent pas à la RDC. Ça laisse qu'un marge de manœuvre aux politiciens, soi-disant. Se chamailler entre eux, en menant une guerre politique darwinienne les uns contre les autres. C'est-à-dire que c'est comme si vous réunissez dans un zoo beaucoup de lions et vous vous arrangez à rationner leur alimentation de manière à ce que vous les nourrissez par dose homéopathique, je parle comme ça. C'est-à-dire quand vous lancez un morceau de viande, la manière dont les lions vont se battre pour ça, ça sera darwinien. C'est justement comme ça qu'on organisait la politique en RDC. C'est-à-dire que les politiciens, incapables donc de défendre leur pays, ils masquent ça par une violence domestique qui oppose les uns aux autres, d'autant plus que l'Occident s'arrange très bien à donner aux politiciens les miettes dans ce qu'il a appelé le gentleman agreement. Que bon, vous matiez première pour vous laisser 10%. C'est pour le budget de l'État. Mais le budget là, bon, partagez-vous, hein. Le plus fort gagne, c'est fait exprès, hein. Le plus fort prend la grosse part. Donc c'est une guerre darwinienne qui oppose les différentes factions politiques en fond sonore, en instrumentalisant bien sûr les contradictions régionalistes qui opposent les provinces, les pays, etc., les différences ethniques, les différences
régionaliste, on a trouvé ça très bien, n'est-ce pas? Kabila va devenir un Katangais, et monsieur, par exemple, si on prend Tshisekedi, Kabila est Katangais, Tshisekedi, c'est quoi? C'est le Kazaï? C'est le Kazaï, Tshisekedi, je crois. Je ne connais pas bien le proverbe, oui, c'est le Kazaï. Donc, le débat va devenir, on va essayer de polariser le débat dans cette querelle inutile qui ne veut rien dire. Et comme la pauvreté, la misère est entretenue, c'est-à-dire, chacun pense que pour survivre, il faut qu'il mange son frère. C'est une espèce de sauvagerie qu'on a créée, de barbarie qu'on a créée, où le nègre bouffe du nègre sous l'arbitrage, évidemment, du bon blanc. Donald Trump est dans ce rôle-là actuellement. Donc, vous voyez, c'est ça, parce que c'est comme ça qu'on a rempli le vide politique. Donc, à l'époque, quand est posé sur la table le débat du départ du Kabila, à l'époque, souvenez-vous, nous, on a soutenu Kabila. Nous, à l'époque, soutenu Kabila, nous avons dénoncé la Senko. Parce qu'à l'époque, que fait Kabila? Il fait la ruse. Kabila dit à l'époque qu'il est le lumumbiste. Il dit à l'époque qu'il est le lumumbiste. Il va se rapprocher d'un vétéran de la lutte lumumbiste. Je crois que ça doit être un certain premier ministre, ça doit être Gizengi, un certain Antoine Gizenga. Premier ministre, il a été premier ministre. C'est un vétéran. Regarde le nom, tu vas voir. Antoine Gizenga. Il va se reprocher de lui, tout ça pour donner l'illusion. Il va dire qu'il est lumumbiste. Puisqu'à partir de son faux père. Effectivement, voilà. Antoine Gizenga, très bien. Premier ministre de voilà. la République démocratique. Tout à fait. Voilà. C'est un des vétérans, il est un des vétérans du combat lumumbiste. Alors, Kabila faux fils, fait semblant de revendiquer l'héritage de son père, qui n'était pas son père, je dis Kabila, parce que lui, c'était un vrai lumumbiste, lui, c'est un vétéran, c'est connu. Kabila c'est un vétéran du combat lumumbiste. Voilà. Donc, il va essayer de fabriquer une mythologie, dans le sens où non, où lui, le même lumumbiste. Il va vendre l'idée là. Ça va marcher à un certain moment donné. Bon, les gens vont croire qu'il incarne une résistance de la RDC à l'impérialisme aussi à l'époque. Et comme c'était à une époque où le panafricanisme, on commençait, c'était les premiers pas du combat panafricaniste, nous on a soutenu Kabila. Parce qu'on était contre la Senko, on était contre les puissances occidentales, etc. On connaissait qui il est, on avait des informations, mais bon, on s'est dit, ce sont les contradictions secondaires. Tu vois? Alors, donc, mais il perd le pouvoir dans les conditions conseils occidentaux, on ne veut pas. Il fabrique dans son histoire qu'il est sénateur à vie, président honoraire, il est même la figure morale, désormais de la RDC, indépassable, avec son immunité sénatoriale à vie, tout ça. Donc, avec tout l'argent qu'il a amassé, etc., il se donne un rôle de sous-tuteur primaire, c'est-à-dire de petit sous-préfet local, sous-tuteur primaire de la RDC. C'est ça l'accord avec Tshisekedi, mais qui ne pouvait pas tenir. L'accord est rompu, et la guerre commence entre eux, donc leurs alliances se recomposent. Monsieur le Président, est-ce qu'on est dans un remake du scénario Kabila Père? Oui, on peut le dire ça. C'est-à-dire, oui, on peut le dire. On peut le dire parce que, bon, sauf que, bon, le président Tshisekedi n'était pas à la tête d'une rébellion. Tshisekedi Félix n'était pas à la tête d'une rébellion. Kabila Père était à la tête d'une rébellion pilotée par le Rwanda. Mais Tshisekedi Fils se rendait à Kigali, en sachant très bien que le vrai président de la RDC, c'est Paul Kagame. Puis tout le monde y allait. Le président Tshisekedi, aujourd'hui, nous le soutenons. Et il mérite notre soutien. Il est dans son chemin de Damas. Parce qu'au départ, lui aussi, il a joué ce jeu, il se rendait à Kigali, qui prend le pouvoir. Il a essayé, pour écarter Kabila, de s'allier avec Paul Kagame, de tout ça. Eux, il s'appelait mon frère, l'autre disait, oh, mon frère, tout ça, il se donnait des bisous en plein jour. C'est ça dans le cadre de ce renversement d'alliance permanente qui a RDC et qui tient le de politique. Mais pourvu qu'on ne mette jamais sur la table le vrai problème de la RDC, sa souveraineté, sa pleine souveraineté sur ses matières premières, qui sont la propriété, du peuple congolais, et devrait les profiter, et devrait les profiter en première instance. Ce qui permettrait de construire le pays, de sortir les millions et les millions de Congolais de la pauvreté, n'est-ce pas, et de permettre à ce pays de tirer, là, toute l'économie subsaharienne. Parce que n'oubliez pas que la RDC, c'est le centre de l'Afrique. Même sa position est centrale en Afrique.
D'ailleurs, la colonisation s'est construite autour du Congo. La conférence de Berlin, c'était sur le Congo. Parce que c'est le centre de l'Afrique. Les Blancs ne font rien au hasard. C'est le centre de l'Afrique. Donc, c'est pour ça que j'ai dit toujours que l'enjeu de la RDC, c'est un enjeu africain. Mais comme la RDC est ainsi toute l'Afrique, ce qui montre, ce qui reflète l'impuissance des Africains à s'impliquer, je sais, à cette crise-là. Donc, la recomposition des alliances, qui prennent toujours la forme d'une guerre civile, sont le reflet de ce que les dirigeants congolais, les hommes politiques congolais, qui ne font pas de la politique, ont été confinés à un rôle extrêmement domestique qui consiste à être les chiens de garde d'une répartition du travail colonial et néocolonial qui fait que, je le répète encore, tous les hommes politiques en RDC sont dans l'incapacité de travailler pour leur pays. Voilà. Monsieur le Président, parlons d'un autre acteur majeur dans le processus politique en RDC. Nous parlons là de l'Église catholique. Monsieur le Président, pourquoi l'Église catholique est toujours contre la vraie indépendance de la RDC? Non, la vraie indépendance des pays africains. Plus généralement. Oui, non, c'est clair. Mais parce que l'Église catholique a des intérêts extraordinaires dans ce pays. Je ne voulais pas parler des intérêts purement religieux. La RDC, c'est un grand pays chrétien. Vous le savez, c'est un grand pays chrétien. Il y a une concurrence religieuse qui l'oppose à ce qu'on appelle les églises réveillées en RDC, mais de manière fondamentale. Il n'y a pas de colonisation sans l'Église catholique. Il n'y a pas de colonisation sans l'Église catholique. Elle a servi de bannière religieuse à la pénétration coloniale, à la consolidation des acquis coloniaux, mais aussi ça permet à l'Église catholique d'avoir une puissance matérielle en termes de richesse qui lui a donné le statut qu'elle a aujourd'hui dans le monde. N'oubliez pas que l'Église catholique est une grande actrice dans le marché de l'or mondial, dans le marché des matières premières et des preuves précieuses. Ne soyez pas naïfs. Hein. Donc, de ce point de vue, le clergé catholique en RDC a toujours été un acteur central dans le jeu politique. Ce qui est extraordinaire. Si vous voulez savoir comment l'Église catholique fait la politique ouvertement, allez en RDC. Si vous voulez, quand on dit souvent que l'Église catholique fait la politique, je veux dire le Vatican, la hiérarchie catholique. Hein. Moi, je distingue toujours les fidèles catholiques et la hiérarchie catholique. On me dit souvent que je fais ça n'a pas de sens. Je dis non, ça a un sens. Parce que le fidèle catholique qui pratique sa foi parce qu'il croit il croit au message catholique, a priori, ne va pas suivre forcément les prêtres catholiques, les évêques, etc., les cardinaux. A priori, il peut arriver que, et d'ailleurs, de ça actuellement, beaucoup de catholiques dénoncent le comportement de la Sainte Cause. Donc, pas d'amalgame à faire à ce niveau. Mais historiquement, c'est ce que je vous dis, l'Église catholique en RDC fait la politique. Si vous voulez voir comment l'Église catholique est un parti politique, c'est une force politique, regardez ce qu'elle fait en RDC. C'est incroyable. C'est incroyable ce que la RDC vit avec la Sainte Croix à l'heure actuelle. On ne peut même pas expliquer ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots pour qualifier le comportement de monsieur. Ce voyou d'Ambongo, c'est un vrai voyou. Mais ils ont décidé que c'est eux qui donnent le là en RDC, que rien ne va marcher en RDC. Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir? Mais c'est l'arrogance. D'abord, c'est l'arrogance qui est liée au fait qu'ils estiment qu'en termes de réseau organisé, ils tiennent le pays. Deuxièmement, ils estiment qu'ils contrôlent les circuits diplomatiques de la RDC. Je vous ai rappelé l'histoire de la RDC, l'attachement de certains Congolais à la Belgique, que certains considèrent comme le deuxième pays. Ça, c'est encore les singeries dans lesquelles nous excellons, nous les Africains. Il y a les Congolais qui, s'ils ne vont pas à Belgique, ils vont se suicider. Nous y reviendrons, monsieur. Voilà. Donc, attendez, je vous ai dit,
N'oubliez pas votre question. Je voudrais vous expliquer la puissance de l'Église catholique. Ces réseaux diplomatiques, sa force historique, et son implantation en RDC. Elle estime que, comme dans beaucoup de pays africains, elle estime avoir été le père, le parent des élites congolaises. Elle estime que nous, on a été le parent des élites. On vous a vu grandir, on vous a élevé, comme j'ai un ami qui dit souvent, c'est même nous qui avons acheté, pour la plupart, vos premiers pantalons. On vous a inscrit à l'école, etc. Donc, cette arrogance, monsieur Mpek, vous pouvez parler de l'arrogance, mais c'est du paternalisme religieux le plus élevé. Donc, ils ont un mépris profond pour le président Tshisekedi. Ils méprisent la classe politique qui est en place, à un niveau où, bon, vous ne pouvez rien faire si on ne vous donne pas le là. L'arrogance vient de là. Mais moi, ce qui est important, c'est que toute l'Afrique prend acte de ce que la SENCO, c'est un parti politique, c'est une organisation politique. Elle n'a rien de religieuse. Leur soutane, c'est pour tromper les naïfs. Ce sont des acteurs politiques d'un autre genre. Vous avez vu comment ils sont allés aux États-Unis, ils vont partout, en France, partout, pour obliger, du moins pour faire annuler l'accord. La SENCO va jusqu'à parler de bradage des matières premières. En Bongo, ce vaurien là, il parle de bradage. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il faudra que le président Tshisekedi et les Congolais prennent notre responsabilité et remettent ces voyous à leur place. Si la prière les dépasse, qu'ils changent de métier. Si leur travail les dépasse à faire, qu'ils changent de métier. Si en Bongo fait la politique, mais il n'a qu'à laisser la soutane, aller faire la politique normalement, ça serait plus clair. On ne conçoit pas ce type d'amalgame grossier, extrêmement grossier, où un prétendu cardinal et où la SENCO veut agir en lieu en place du président, où la SENCO veut être, comment on appelle ça, le parrain de la politique en RDC. Elle n'en a ni les moyens, ni l'autorité, ni l'intelligence et les capacités. C'est une organisation coloniale et néocoloniale qui travaille contre la RDC. Merci, Monsieur le Président. Nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir les accords. Nous avons observé ça et là différents accords qui sont signés. D'un côté, la RDC qui a signé un accord avec les États-Unis, un accord minerai contre sécurité. Oui. Et donc, les démarches sont en cours. Et d'un autre côté, un accord entre la RDC et le Rwanda sous le couvert des États-Unis, un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qui est la condition sine qua non pour que cet accord entre les États-Unis et la RDC soit effectif en République démocratique du Congo. Et cet accord de paix, donc, qui s'est tenu ce 27 juin à Washington. Alors, Monsieur le Président, ce que nous voulons comprendre, c'est de ces accords, abondamment critiqués d'ailleurs, est-ce que ces accords peuvent s'inscrire dans une réelle perspective géopolitique pacificatrice et constructive? Je considère que ces accords est une étape importante dans la longue marche de la RDC pour conquérir sa souveraineté. Un accord vaut ce que vaut le contexte qu'il engendre. Je répète, un accord, ça vaut ce que vaut le contexte qui engendre l'accord. Un accord ne vaut rien en lui-même si on le déconnecte du contexte qu'il entraîne et des rapports de force qui structurent et la dynamique des rapports de force qui structurent le contexte à question. Alors, il faut partir, il y a des éléments de base. Le pays agressé, c'est la RDC. L'agresseur, c'est le Rwanda. Cet agresseur est une marionnette dans les mains d'un prédateur international, les États-Unis d'Amérique,
et les intérêts financiers et économiques dans le cadre des multinationales. Historiquement, ce pays n'a jamais eu la souveraineté. Il n'a aucun contrôle sur les matières premières et ça se solde par aujourd'hui plus de 20 millions de morts. C'est ça la réalité. Quel que soit le président congolais qui était là en place, il aurait mon soutien. Parce que le Congo a été, comment dire ça, c'est un pays arraché à sa population, c'est une néocolonie, mais en plus agressé par un pays voisin, dirigé par un des plus grands criminels de l'histoire de l'Afrique, M. Paul Kagame, un sanguinaire. Donc, ça c'est le contexte général de l'accord. La prédation internationale a poussé sa nervosité à un niveau très élevé, caractérisé par la conquête de Bouganaga, c'est ça? Bouganaga, ville, Bukavu, Ngoma, Walikale, etc. Donc, le Rwanda s'est permis d'aller violer la souveraineté du pays carrément, déchirer ça, ça n'existe pas, et d'entrer dans un territoire qui n'est pas le sien. Il s'est installé dans cette ville-là en massacrant les populations. Parce que je l'ai dit, le pays n'a pas d'armée. Pourquoi il n'a pas d'armée? Parce que je l'ai dit, le vrai président, c'est Kagame, dont il vient de pouvoir encore à ceux qui faisaient semblant de ne pas voir. Justement, monsieur le président. On va y arriver. À Doha. Oui, monsieur le président. Donc, tu sais ce qu'il dit? Je l'ai dit, retrouvant son chemin de Damas, n'est-ce pas, a décidé que, bon, ok, ça ne va pas continuer comme ça. Moi, je ne peux plus accepter ça. Quitte à mourir, je ne peux plus accepter ça. Et je l'ai déjà dit, il a regardé ce qu'il avait sur la main, il a dit, ok, le temps est venu pour que, à défaut de conquérir militairement ces endroits, je vais les conquérir par la diplomatie. Alors, quand j'ai dit ça, il y a des gens de prétentieux qui ont dit, Monsieur le Président, comment on peut dire que M. Tshisekedi a pour seul levier diplomatique ses matières premières? Bon, si on ne sait pas, si on ne connaît pas le ressort de la géopolitique mondiale, on va étudier ces choses-là. Vous voyez que le monde entier, qui pendant 30 ans a fermé les yeux sur les crimes de Kagame en RDC, a laissé Kagame et les Américains massacrer, les Européens massacrer 20 millions d'Africains, ont organisé un génocide. Ils vont être impressionnés par qui? Tout ce qu'ils font depuis des siècles, c'est à cause des matières premières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir la tête des gens, vous mettre ça des gens pour qu'ils comprennent. Ils font ça depuis à cause des matières premières. C'est maintenant ce qui dit, ok, pour en finir avec les morts, essayer un peu de retourner la situation, de mettre à mon profit l'opportunité, comme il faut le changement de la donne au niveau de la géopolitique mondiale, ce que je trouve très intelligent de sa part, mais il va pas aller pleurer devant les Blancs, on ne pleure pas devant le Blanc s'en fout. Qu'est-ce que je vous offre? Comme Kagame vous donne, ici, il est d'accord avec vous, pour vous vendre des matières premières qui ne lui appartiennent pas, qu'il va aller voler en massacrant les Congolais, moi je dis, je vous donne ça, avec en plus une revalorisation de votre image dans le monde, par le fait d'arrêter d'acheter les minerais de sang. C'est ça. Alors, donc, il a joué là-dessus, et il a réussi à faire changer au monde l'opinion qu'on avait sur le Rwanda, parce que la rente mémorielle qui permettait à Kagame de gagner beaucoup d'argent dans le monde, en culpabilisant les gens sur un génocide que lui il a organisé, en passant, vraiment comme Israël, hein, comme Israël, c'est-à-dire ses frères jumeaux, puisque lui prétend qu'il est juif. Voilà, tous qui sont les juifs d'Afrique. Donc, voilà. Donc, il a mis fin à ça. La rente là est terminée. Le monde entier sait aujourd'hui qui est Kagame. Et quel est le jeu des Tutsis rwandais? Deuxièmement, le président Tshisekedi a réussi à obtenir l'isolement de la RDC sur le front diplomatique. Il a obtenu ça. Du Rwanda, vous voulez dire. Merci. Du Rwanda sur le front diplomatique. C'est ce qui est symbolisé, c'est ce qui est symbolisé par les sanctions internationales qui sont tombées sur le Rwanda jusqu'à cette fameuse résolution onusienne, où il est carrément reconnu que l'agresseur c'est le Rwanda et l'agressé c'est la RDC. Et il fallait obtenir ça. Maintenant, tout ça est couronné par le fait que vous avez à la Maison Blanche un autre prédateur, à la différence que lui, il ne conçoit pas la prédation comme ses prédécesseurs, à différence. Et que lui veut discuter avec Tshisekedi. Là où hier,
les amis de Kagame au pouvoir ne s'en fichaient du président Tshisekedi. Est-ce que c'est dur à comprendre ça? C'est tout. Donc, Tom m'a dit, donne-moi les matières premières. Moi, la même mise de la Chine sur les matières premières ne m'arrange pas. Vous voulez dire une opportunité stratégique créée par un changement aux États-Unis? C'est ça qu'il s'agit. Voilà ce qui rend possible tout ce qui se passe là. Et il faut l'avouer. Le génie dont a su faire preuve Tshisekedi, qui a la faveur de la guerre en Ukraine, a compris que bon, il fallait adosser. Il fallait adosser la situation de la RDC à la situation ukrainienne. À la différence que, bon, ça choque certains Africains. Mais moi, je comprends ça très bien. Il a dit, OK, les gens qui tiennent mon pays par le feu et le sang, ce sont les Occidentaux, ce sont les Américains. Si je m'allie aux Russes actuellement... Nous reviendrons sur les complexités géopolitiques. C'est tout à fait. Donc, ce qu'il a dit, OK, je vais greffer la situation de la RDC, cette situation ukrainienne. Ça, c'est le génie qu'il a, c'est ça. Il a commencé cette bataille en Europe, ça n'a pas porté, mais il a continué, il s'est battu. Et Trump a été sensible pour les raisons que tout le monde voit. Matière première contre sécurité à l'aide de la RDC. C'est ça la demande du président Tshisekedi. C'est ça cet accord. Donc, il ne peut pas être un mauvais accord pour la RDC. J'ai raconté des histoires. Et pour éviter de bavarder et faire plaisir à des gens de mauvaise foi, comment un accord peut être en faveur de quelqu'un qui pleure tous les jours? Quelqu'un me pleure tous les jours, il se plaint, il pleure tous les jours, il pleure tous les jours. L'accord n'est pas à sa faveur. Voilà. On voulait justement en arriver au Rwanda, à Paul Kagame, autant pour moi. En parallèle donc. Appelez-le comme vous voulez, il mérite. Il se tient à Doha, au Qatar, des négociations entre la RDC et le M23, en l'absence officielle du Rwanda, qui est l'État parrain et soutien du M23. Monsieur le Président, est-ce que l'exclusion du Rwanda de ces négociations ne compromet-elle pas la réussite de celle-ci? On n'a pas. Ils sont là. Le Rwanda, son ministre d'Affaires intérieures tourne à Doha. Et le Rwanda est là. Il est là. Okay. Je dis que les masques sont tombés à Doha. Les masques sont tombés. Non seulement son ministre d'Intérieur, il tourne à Doha, il est là. C'est qui est la preuve que M23 s'appelle pour patron direct Paul Kagame. Deuxièmement, les revendications du M23 sont terribles. Ça ressemble, ce sont les revendications de Paul Kagame. Ils ont réclamé, ils réclament la cogestion du Kivu avec la RDC. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ben, c'était déjà, vous vous appelez, on a fait une émission ici, je vous ai lu les revendications du M23, vous vous souvenez? Donc, le Rwanda n'a pas renoncé. C'est la partition de la RDC. Donc, ils ont demandé ça. Je vais vous lire, j'ai noté. Donc, il réclame, celui qui réclame Kagame, hein? Et quand il disait que le M23 sont des pantins, moi je veux parler à votre patron, on l'a dit, il ne ment pas. Ça s'est encore manifesté à Doha. Où le patron, Kagame a montré que le M23, c'est lui. Ce n'est pas qu'on est Nanga, ce vaurien, ce traître à sa nation. C'est pas lui. C'est Kagame, le patron du M23. Donc non seulement il réclame la cogestion, mais il réclame aussi, il dit, il faut fédéraliser le Congo. Vous comprenez? Donc si on fédéralise le Congo, ça veut dire que le Kivu, un État fédéral. C'est une démarche de partition. Mais c'est clair et net, c'est à peine qu'il le dit. Si les Biden étaient encore au pouvoir, il aurait été plus cru. Donc, deuxièmement, il dit, écoutez, hein, il dit qu'il faut respecter la constitution du Congo. Kagame dit qu'il faut respecter la constitution du Congo. Donc, le fait d'envahir Goma, Bukavu, tous ces endroits-là, c'est un acte constitutionnel. C'est conforme à la constitution du pays. Donc, je vous dis, bon, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit les choses comme ça. Et ce monsieur, je vous ai dit, les présidents le recevaient en se mettant debout. Les présidents africains, les Sassou Nguesso, toute la bande là, le recevaient, ils se mettaient debout. Les Yoweri Museveni, des types comme ça. Des types comme ça. Ils nous disent que c'est incroyable. Donc, ils demandent qu'il faut respecter la constitution de la RDC pour éviter un troisième mandat à Tshisekedi. Lui, il est roi à vie. Lui, il est roi à vie au Rwanda. Kagame, il est roi à vie. Au Rwanda, il n'y a même pas de constitution, parce que la constitution s'appelle Paul Kagame au Rwanda. La constitution s'appelle Paul Kagame au Rwanda. Mais il demande qu'on respecte la constitution du Congo. Alors que lui, il a violé la souveraineté du pays et il a envahi les territoires qui ne lui appartiennent pas. Il demande ceci, il continue, hein, il dit il faut intégrer le M23 dans l'armée du Congo.
Mais on a vu les conséquences. C'est que Kabila, son petit gouverneur délégué en RDC avait fait. Ça n'a rien réglé. Il demande d'intégrer. Alors, il faut bien préciser. C'est-à-dire, la RDC dit, il n'y a pas de problème. On va trier, on trie. Et c'est qui dans l'accord. Les vrais Congolais, il n'y a pas de problème. Mais les faux Congolais n'auront pas de place dans l'armée puisqu'ils sont des faussaires. Ils ne sont pas des Congolais. Regarde, il dit non. Il dit non, hein. Sans distinction, il faut intégrer tout le M23 dans l'armée. Parce qu'il faut que les Africains comprennent cette affaire. Ceux qui pensent que Kagame, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un avec qui on peut... C'est-à-dire, il mérite d'être considéré comme un chef d'État en Afrique. Il dit, écoutez encore, hein, il dit que les Ouazalendo, là, on doit les placer sous la direction du Rwanda. Bon, ça paraît, mais c'est ce qu'il dit, voilà les revendications de ce criminel, ce sanguinaire. Et il continue, il dit, maintenant il faut un grand dialogue. Mais ouvrez vos oreilles. Présidé par la SENCO. Et enfin, il demande que la RDC prenne l'engagement de ne jamais attaquer le Rwanda. Bon, si ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est quoi? C'est ce que lui demande. Donc, pour dire que Doha, ça peut rien de bon de sortir de là. D'ailleurs, là où nous parlons, c'est pratiquement ça a capoté. C'est incroyable ce qu'il demande. Mais entre-temps, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Ouazalendo font le bon travail. Les victoires de Ouazalendo, que ce soit à Walikale Centre et dans d'autres zones du pays, montrent que, à défaut de compter sur l'armée, Tshisekedi peut compter sur la volonté, le patriotisme et l'engagement de ces volontaires qui se battent pour leur pays. Monsieur le Président, toujours sur cet accord, écoutons ce que l'homme politique Moïse Katumbi pense. Il dit, je cite, « Cet accord, aussi constructif et louable soit-il, est partiel. Il réduit la crise à un simple conflit bilatéral, occultant l'implication d'autres acteurs régionaux avérés. » Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de ça? Rien. On ne peut pas considérer ce que dit les propos d'un antipatriote qui travaille contre son pays. Ça ne vaut rien. Pour moi, c'est un traître. Moïse Katumbi, c'est un traître. Pour moi, c'est un traître. Je mâche mes mots. C'est un traître. C'est un traître. Ils sont dans les revendications. Ils ont les mêmes revendications que M. Paul Kagame. C'est lui qui demande un dialogue. Il a commencé l'accord. Pourquoi ce monsieur n'est pas sérieux? C'est un criminel. Il n'est pas sérieux. Pourquoi? Au début, il n'avait jamais dit que l'accord là. Vous savez ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, par son porte-parole, cet accord, aussi constructif et louable soit-il, est partiel. Il réduit la crise à un simple conflit bilatéral occultant. Donc c'est un accord constructif et louable, c'est pas ça? Si, c'est ce qu'il dit. Bon, vous vous rappelez au départ, qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis? Il sabotait l'accord. Alors, c'est un traître. C'est pas compliqué, méfiez-vous les gens. C'est un traître, Katumbi. C'est un traître. Donc, vous voyez, quelqu'un qui au départ, militaire, a tout fait pour qu'on ne signe pas l'accord. Quand on signe, maintenant il fait un saut, il dit c'est partiel. Que ça réduit la crise à une affaire bilatéral, à un simple conflit régional. La crise, c'est quoi? En dehors de ça, c'est quoi? C'est quoi? Parce qu'il faut qu'il soit président. Parce qu'il faut qu'on le mette, qu'il soit président, qu'on lui reconnaisse sa nationalité congolaise. C'est ça le problème de la RDC. Ces gens ont un égo tellement surdimensionné qui pensent que le pays doit s'arrêter si eux, ils ont des problèmes. C'est ça le problème en RDC. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Il faudrait vraiment que les causes profondes de cette crise soient extirpées. Il faut déraciner le barbare. Il faut le déraciner, il ne faut pas le couper à la surface, il faut le déraciner. Donc il faut tout faire pour, comment on dit ça, évacuer tous ces politiciens qui ne servent à rien dans le pays, mais qui sont là pour nourrir la crise. Katumbi fait partie d'eux. On va pas revenir sur son histoire. Nous, on sait comment ce monsieur a été fabriqué. C'était l'ami de l'autre, non? Vous ne savez pas? De Kabila. Après, ils ont fait semblant, ils se sont brouillés, mais l'argent de sa richesse est inséparable de son amitié avec Kabila au départ. Après ça, ils se sont brouillés. Aujourd'hui, il fait ce qu'il est en train de faire là. Il a trahi son pays. Il a validé le fait que le Rwanda ait agressé la RDC. Il a soutenu ça.
il a soutenu ça, il a milité pour que l'accord ne soit pas signé, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible. Monsieur le Président, restons sur la dimension géopolitique de cet accord. Monsieur le Président, vous avez dit que l'accord en l'état était une étape. C'était une étape, bien sûr. Et vous avez également rappelé les processus qui ont encouru à cet accord. Monsieur le Président, interrogeons les alliances. Vous avez dit que la RDC a été pillée et spoliée par les États-Unis. Pourquoi donc aujourd'hui ce choix de Félix Tshisekedi plutôt que de préférer l'alliance nouvelle du Sud global et de passer par les États-Unis? Pourquoi ce choix, Monsieur le Président? Mais moi, je trouve, d'abord, c'est conforme à l'histoire de la RDC. Mais la véritable raison de ce choix, c'est que on va faire un président isolé dans son pays, isolé par les trahisons. Il pouvait difficilement compter sur un peuple fragmenté et divisé. Effectivement, Monsieur le Président, certains essayent de comparer la RDC au pays de l'AES, qui ont fait un choix résolu. Non, qu'ils arrêtent ça. La comparaison n'est pas possible. D'abord, l'histoire, les histoires ne sont pas la même. Les mouvements, les dynamiques qui ont porté l'AES au pouvoir n'ont rien à voir avec ce qui se passe en RDC. Vous bien comprendre, rien à voir. La RDC, vous ne pouvez pas diriger, vous ne pouvez pas diriger un processus de recouvrement de la souveraineté avec un certain niveau de division populaire dans le pays. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Je voudrais vous rappeler que ce sont des mouvements sociaux portés par une majorité des masses populaires de ce pays-là qui enfin amènent au pouvoir les fractions patriotiques de l'armée à venir s'allier à ces mouvements sociaux populaires. C'est le cas au Burkina, c'est le cas au Niger, c'est le cas au Mali. Donc cette coalition populaire, militaro-populaire, est, parlons comme ça, majorité dans le pays. Ce qui permet de neutraliser, mon cher Leroy, les forces réactionnaires. En RDC, ce n'est pas le cas. Le pays est trop divisé, vous voyez. Et deuxièmement, il n'y a pas d'armée. Parce que même pour que le processus qu'il y a, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, au Niger, puisse réussir, il faut qu'il y ait une armée. Puisque l'armée vient s'adosser à un mouvement populaire, l'armée rapidement consolide son unité et prend le leadership et traduit dans des actes politiques, des actes de gouvernement, les désirata de la population, qui en retour soutient les militaires au pouvoir contre les dynamiques de déstabilisation qui viennent de l'extérieur, donc de la France, de l'Occident. Est-ce le cas en RDC? Ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'armée en RDC. Deuxièmement, il n'y a pas de classe politique. Les populations sont divisées, fragmentées, épuisées par 30 ans. Mon cher Leroy, 30 ans pratiquement de guerre civile, d'extrême pauvreté, etc. Mais un type comme le docteur Mukwege, d'où vient son aura? C'est parce que la tragédie humanitaire dans ce pays a fait émerger un type comme Mukwege. Pourquoi? Parce que il s'occupait des personnes que la vie avec que les militaires, les hommes armés ont détruit, les femmes extrêmement violées. Mais c'est incroyable. Je ne voulais pas revenir sur la situation du viol des femmes en RDC. C'est une tragédie extraordinaire. On a pratiquement 6 millions de personnes déplacées à l'est du pays. C'est un drame extraordinaire. Donc c'est un pays épuisé, c'est un pays fatigué, une population épuisée, éreintée par des années de guerre. Donc voilà ce que le président Tshisekedi hérite. C'est un pays totalement infiltré. Toutes les institutions sont infiltrées. Mais ce n'est pas le cas. Je vais vous dire, hein, le pays qui est semblable un peu à la RDC en Afrique de l'Ouest, j'ajoute toutes choses étant comparables par ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire. Dans le sens où, la question des Djoula en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un problème.
C'était ça l'enjeu de l'ivoirité. Vous vous rappelez, l'ivoirité. Vous avez une situation qui complexifie l'équilibre démographique d'un pays et qui sert de levier à mobiliser des partisans dans le cadre du projet que portait M. Ouattara. Mais vous n'avez pas ça au Mali, vous n'avez pas ça au Burkina Faso, vous n'avez pas ça au Niger. C'est une donnée importante. En RDC, la question de ce qu'on appelle les Tutsis congolais, n'importe quoi, Tutsis congolais, ils osent même dire, quelqu'un me dit que non, ils sont congolais. Vous voyez des trucs comme ça, c'est-à-dire que vous avez cette situation-là, vous avez le fait qu'on a fait Porto en RDC, les conséquences d'un génocide que le pays n'a pas organisé, le pays n'y était pour rien. C'est la RDC qui porte les conséquences du génocide, ça a déstabilisé le pays, ça a infiltré la nationalité du pays, le pays est infiltré jusqu'à la présidence, puisque le président, c'est un sous-préfet du Rwanda, petit pays comme ça, c'est quand même extraordinaire. Donc voilà les conditions dans lesquelles il prend le pouvoir. Il n'a pas le luxe il n'a pas ce luxe-là de dire qu'il va aller chercher le monde nouveau. Lui, c'est au jour le jour. Ça se compte au jour le jour pour lui. Donc, il a regardé l'histoire du pays. Il y a sa trajectoire personnelle, ce qu'il dit. Il faut voir le parti de son père, dont il est devenu le président, tout cet héritage. Il faut voir dans quoi il a grandi, dans quel moule. C'est un pro-occidental par nature. Il y a des gens disent que c'est même belge. Donc il est pro-occidental. Il a grandi dans cette mouvance-là. C'est qu'il n'a pas la culture révolutionnaire. C'est pas un révolutionnaire. Il a jamais d'ailleurs caché. Hein. Est-ce qu'on peut dire que la nature se confond aux objectifs qu'il s'est fixés, aux conditions objectives? Bon, il y a le tournement de situation. L'histoire a ce type de ruse. L'histoire a ce type de ruse. Et ça vous, excusez-moi, hein, ça ne manque pas dans mes analyses, l'action du vrai Dieu. Monsieur le Président, l'action du vrai Dieu, l'action du vrai Dieu, c'est-à-dire que, parce que les gens disent, il fallait qu'il aille en Russie. On ne fait pas la géopolitique comme ça, on ne fait pas la géopolitique avec il faut qu'il aille. C'est émotionnel? Oui, purement émotionnel. Et puis on sait que le Dieu aujourd'hui se passe pour les spécialistes de la géopolitique de la Russie, qu'ils ont découvert hein, à la faveur du travail qu'on a fait. Et quand on faisait le travail, là, ils nous insultaient. Les mêmes gens qui donnent les leçons aujourd'hui nous insultaient hier, machin. Aujourd'hui, ils sont même plus amoureux de la Russie que nous. C'est une bonne chose. Mais, écoutez, mais la Russie, c'est un partenaire comme les autres. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas idéaliser la Russie. Je peux aller même loin. Pourquoi la Russie ne vient pas vers la RDC? Moi, je pose la question. Pourquoi la Russie ne vient pas vers la RDC? Oui, je pose la question. Ouais, mais renversons la table. Mais la Russie peut venir aller au secours de la RDC pour les valeurs. Il y a des valeurs, il n'y a pas seulement les intérêts pour des valeurs. Mais non, c'est pourquoi la Russie est très occupée en Ukraine. C'est pas facile pour les gens pour la Russie. La Chine y est déjà, Monsieur le Président. On reviendra pour le cas chinois. Ah, les Chinois sont spéciaux, hein. On y reviendra pour dire que... Mais c'est bien de rappeler ça. Ils brillent par leur silence, les Chinois. Ils brillent par leur silence et ils sont comme ça. Et ça nous enseigne sur comment traiter avec les Chinois. Puisqu'ils n'ont pas de position politique. Ils suivent où vont leurs intérêts financiers. Les Chinois sont très cupides, comme les Occidentaux à ce niveau-là, très cupides. Donc leur position politique, c'est leur position économique. C'est tout. On se demande quelles sont les valeurs. Si vous êtes si indifférent devant 20 millions de morts, un pays qui vous donne ses minéraux, Kabila, c'est 10% de ce qu'il a signé là, c'est ce qu'il a signé, mais on comprend que il regarde l'affaire, que le meilleur gain, pourvu qu'on ne touche pas à nos intérêts, à nos minéraux, à nos intérêts en RDC, on s'en fout de 20 millions de morts. C'est ça la Chine, il ne faut pas oublier ça. Il faut tenir compte de ça. Le cas de la RDC, c'est comme ça que les Chinois fonctionnent. Ce sont des partenaires que nous apprécions. Hein. Vous savez, mais moi, je ne suis pas... Notre camp géostratégique et global, la Chine est un partenaire pour nous que nous avons. Mais il faut savoir avec que tu marches. Pour ne pas te faire des illusions. Donc, tu sais qu'il y a tout ça devant lui. Il a opté pour aller jouer à fond une carte de pragmatisme, de réalisme géopolitique qui consiste à dire que, imaginons, j'ai une occasion en or avec l'arrivée au pouvoir de quelqu'un qui peut enfin m'écouter. Je vais aller à fond dans ça. Ce qui est intéressant, c'est que cet accord n'est pas exclusif.
Donc, à partir du moment où Sakwa n'est pas exclusif, il est vu au président Tshisekedi de diversifier les partenariats sérieux pour sécuriser, n'est-ce pas, le pays et pallier aux faiblesses structurelles de l'accord qui est en question. Monsieur le Président, on va rester sur la donnée Trump et la personnalité de Trump. Je voudrais savoir, que fait le Conseil de la foi de Donald Trump en RDC? On a vu une déclaration où le président, le pasteur Travis Johnson, conseiller spirituel du président Donald Trump, disait, je cite, que cette paix ne doit pas rester une paix sur papier, elle doit devenir une paix vivante, portée par l'amour. Laissons Dieu faire son œuvre. Acceptons simplement d'en faire partie. Parce que ils ont trouvé important d'insérer la donnée Dieu, que vous n'avez de cesse à rappeler aux Africains que c'est une donnée importante dans la géopolitique. C'est pas le même Dieu, hein? Nous voulons comprendre, monsieur. Le Dieu de Trump n'est pas le mien. C'est pas le même Dieu. Moi, je parle d'un Dieu universel, Père de tous. Le Dieu de Donald Trump, lui, c'est un suprémaciste. Il aime beaucoup les matières premières. Le Dieu de Donald Trump aime beaucoup les matières premières. Il aime le coltan pour aller faire ses histoires de bitcoin, pour aller faire ses histoires de... C'est un endormissement alors pour les Africains? Non, je ne franchirai pas le pas. J'arrive. Il faut vraiment faire la différence. Je dis que le Dieu de Donald Trump aime beaucoup les matières premières. Il aime le coltan qu'il n'a pas créé. Pour ça. Il aime beaucoup le coltan pour aller faire ses histoires, téléphone, bref, le high-tech. Hein? Et ce Dieu-là aime beaucoup l'argent. C'est un Dieu capitaliste. Et non, vous avez tout compris. Donc, c'est pas le même Dieu que nous. Donc, alors, une fois qu'on a dit ça, Donald Trump, il y a une donnée aux États-Unis. Les États-Unis, c'est une nation chrétienne. C'est le christianisme franc-maçon. En vérité, on devrait dire que c'est une nation franc-maçon, parce que ce sont les francs-maçons qui tiennent l'Amérique. Mais ils sont chrétiens. Le Jésus des gens là, il est très à l'aise avec le Dieu des francs-maçons. C'est-à-dire qu'ils forment un couple, ils s'aiment trop, ils sont un. Voilà. L'autre est la chair de l'autre, l'autre est l'os des os de l'autre, etc. Ils sont très à l'aise avec ça. Donc, Donald Trump a un électorat, les évangélistes, là, qui est puissant et avec qui il ne joue pas. Donc, la contrepartie, c'est que il y a des hommes de foi qui viennent prier autour de lui. Donc, maintenant, bon, il dit qu'il croit, il croit en Jésus, etc. Je ne veux pas juger ses croyants, mais je dis, moi, je suis très sûr qu'on partage par le même Dieu que lui. Donc, ce sont eux qui sont venus, donc, ce sont ses conseillers spirituels. C'est un groupe privé hein, de foi. Donc, ils sont donc venus pour faire la prière, tout ça. Et l'État congolais, elle les a montré les crimes, n'est-ce pas, du Rwanda en RDC. C'est de la diplomatie religieuse, c'est une bonne chose, je n'ai rien contre. Il faut utiliser toutes les ressources de la diplomatie, y compris la religion quand c'est nécessaire. Est-ce qu'elle ne vise pas à contrer l'Église catholique? On s'en fout. Si on peut les contrer, tant mieux. Ce sont des voyous, si on peut les contrer, tant mieux. Donc, on s'en fout. Donc, les catholiques savent pour qui ils roulent. Si Donald Trump croit à son Dieu, et son Dieu lui dit qu'il faut aller mettre la paix en RDC contre les matières premières, tant mieux. Tant mieux. Personne n'a envoyé la Senko faire ce qu'elle fait, etc. Je voudrais vous rappeler que la Senko était aux États-Unis. Hein. Elle a fait toutes les démarches possibles pour empêcher cet accord d'être signé. Donc, députée aujourd'hui, elle est en Europe. Elle est en Europe pour essayer de trouver de nouveaux moyens de rebondissement. Donc l'enjeu de la religion est géopolitique. Ces Africains sont naïfs à croire que c'est éminemment géopolitique. La géopolitique, nous sommes dans une autre... nous avons compris ça depuis, mais on est dans notre vision. Il faut libérer toute l'humanité. Les hommes sont égaux. Il n'y a pas de peuple élu, il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas. Et ce Dieu universel, c'est de lui que nous parlons. Donald Trump a une approche
des relations internationales, des rapports entre les États qui est basé sur le suprémacisme américain. Et à l'intérieur de l'Amérique, le suprémacisme blanc. WAPS, White Anglo-Saxon Protestant. Bon, on maquille un peu avec les minorités, qu'elles soient hispaniques, qu'elles soient noires, mais Donald Trump joue là-dessus, parce qu'il parle d'esprit pionnier. Ce sont les WAPS, quand on parle d'esprit pionnier, on pense aux WAPS. Donc, il joue là-dessus, et de ce point de vue, il considère que l'Amérique n'a aucune responsabilité en RDC. Que vraiment, s'ils ont tué les gens, c'est parce qu'ils venaient civiliser. Ils venaient civiliser. Mais ils sont responsables de cette situation. Si Donald Trump, à titre individuel, peut dire que bon, lui, il n'a pas fait de guerre en RDC, mais l'Amérique est au cœur de ce qui se passe en RDC. Donc, c'est seulement à ce niveau-là que je peux parler de cette dimension religieuse qui est importante et qui est un levier diplomatique. Que l'État de la RDC, peut-être ce qu'il dit, ait su capter ça, c'est une bonne chose pour son pays, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec le Dieu que nous on convoque. Ça n'a rien à voir. Ok, Monsieur le Président, nous avons observé que la diplomatie africaine pour la résolution de ce conflit n'ont pas beaucoup abouti. On parle là de l'Union africaine à travers le président de l'Angola qui a essayé, mais dont les efforts ont été observés inefficaces. Alors, comment comprendre l'inefficacité réelle de ces États africains ou encore de ces institutions africaines quant à la résolution du conflit dans l'est de la RDC? Mais, parce que les Africains ne savent pas ce qu'on appelle la solidarité. Nous ne sommes pas solidaires. Je ne parle pas de solidarité béate, hein. Solidarité géopolitique. Ça suppose un minimum de consensus en vision stratégique géopolitique du point de vue continental. Ça n'existe pas. L'Union africaine, c'est une conférence de chefs d'État, c'est le financement européen. Donc, c'est une organisation européenne, c'est une succursale de l'Union européenne. De ce point de vue, elle est incapable d'aller contrer les intérêts de ceux qui la financent. C'est ça le problème fondamental. Deuxièmement, de quel pays africain parlez-vous? Tous les pays de l'Afrique de l'Est là sont corrompus. Kagame a réussi à les corrompre tous. Et tous ces pays ne peuvent pas affronter les Américains. Tous, pour la plupart, considèrent qu'ils sont anglo-saxons, qu'ils sont américains. La plupart n'arrivent pas. Le Zimbabwe aurait pu jouer un rôle, mais la situation du Zimbabwe, depuis la mort du président Mugabe, nous la connaissons tous. Le pays ne s'est pas encore remis de la déstabilisation économique dont il a été l'objet à travers les différents embargos qui ont frappé le Zimbabwe, etc. Donc le pays lui-même se reconstruit, se remet. Mais tous les pays de l'Afrique de l'Est, là, quand même les a mis dans sa poche. Il les a corrompus. Donc du coup, il n'était pas en mesure de peser. Mais bon, l'Angola a essayé. L'Angola a essayé, mais l'Angola lui-même a un problème. Lui-même, il s'est aligné sur une espèce de tropisme américain qui le paralyse lui-même. Ça ne vaut pas la peine de parler du petit voyou qui est à la tête de Kenya. Ruto, pour nous, c'est un petit voyou. Et il est venu faire semblant panafricaniste, machin. Nous avons dû traiter aux gens que non, c'est l'Africanisme. Il n'est pas un panafricaniste. On l'a vu. On l'a vu. Donc, cela dit, on a quand même acté les accords de Luanda et de Nairobi. Même ça, Kagame a tout fait pour les boycotter, les saboter. Bon, c'est incorporé dans l'accord. C'est... Vous savez, l'accord a deux dimensions. Il y a la dimension bilatérale, qui oppose directement le Rwanda et la RDC. C'est ça qu'on appelle le processus de Luanda. Et il y a la dimension multilatérale qui est en fait que ça traite de tous les groupes armés et de tous les pays qui sont impliqués de près ou de loin sur le processus de Nairobi. Donc ces deux processus sont intégrés dans l'accord et sont censés être pris en compte, n'est-ce pas? C'est ça Doha aussi, en partie, mais comme Doha est en train de capoter à cause de la folie de Paul Kagame, mais bon,
comment on dit, on espère que les Africains vont se réveiller, parce que ça aussi c'est une opportunité pour que l'Afrique se réveille, pour que l'Union africaine se réveille. Mais comment est-ce qu'elle va se réveiller lorsque son financier a un accord particulier avec Kagame, c'est l'Union européenne, pour acheter les mines du sang, les minéraux du sang. L'Union africaine est paralysée à ce niveau-là. Alors bon, son envoyé spécial, c'est qui Fort Nassimbe, bon, ça fait sourire tout le monde. Lui, qu'est-ce qu'il va aller dire? Il va parler à qui? Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'est pas crédible, il n'est même pas à la hauteur du dossier, etc. Donc une fois de plus, je l'ai dit, le fait que Donald Trump ait carte blanche dans la gestion du dossier, c'est la preuve de la défaite de l'Afrique. Et on devrait en avoir honte. Et que ça serve de leçon pour l'avenir, il ne faut plus laisser les choses comme ça se répéter sur le continent. Mais pour ça, il faut une pensée stratégique à la hauteur du continent, capable de fédérer les enjeux nationaux dans une perspective géopolitique africaine. Ce travail-là, il faut le faire. Bon, nous, on essaye de le faire, on va continuer à le faire, mais il faudra le faire et le partager suffisamment sur le continent. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Monsieur le Président, nous savons que le très aimé, le très respecté Patrice Emery Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961 et vous l'avez si bien dit, depuis lors, aucune classe politique digne de ce nom n'a émergé. Monsieur le Président, nous nous posons une question. À quand la renaissance de l'âme du Grand Congo, Congo avec elle? Mais ça a commencé, hein, ça a commencé. C'est tout l'avantage de ce sursaut, entre guillemets, qu'on observe en RDC à la faveur de cette crise. Il y a un sursaut religieux, à se voir, mais qui s'est traduit sur le terrain politique et militaire. Je vous parlais de Ouazalendo. Et les volontaires que le président Tshisekedi a recrutés, qui se forment pour défendre le pays. Je vous parlais tout à l'heure des intenses combats qu'il y a eu dans le Massissi, à Showa et à Burora, où le M23 a subi des défaites militaires sérieuses, avec la mort même d'un de leurs grands colonels qui les dirigeait. Vous avez, ça c'est l'affaire il y a 2 ou 3 jours, hein, c'est actualisé là, c'est actuel. Vous avez, et ça c'est depuis dimanche, des combats très intenses aussi à Walikale Centre, je vous ai parlé de ça, et particulièrement à Pinga, où, n'est-ce pas, beaucoup de M23 sont tombés. Je dis beaucoup, hein, sont tombés. Donc, et puis, on a récupéré la zone de Nyangesi, par exemple. On a récupéré, je crois, l'aéroport de Pinga à Walikale, par exemple. Donc, il faut suivre de près. Ce sont des prémices? Oui, très encourageantes. Très encourageant. C'est très encourageant. Il y a la dynamique même au niveau des populations, parce que aujourd'hui, je pense que c'est un minimum de soutien populaire. Ne serait-ce qu'à Kinshasa, c'est qu'il serait déjà tombé. On l'aurait fait tomber. Donc il y a ce renouveau-là. Il y a ce renouveau-là. Maintenant, on ne peut pas faire du lumumbisme sans la conscience de ce qu'on fait. Mais ça, ce n'est pas la population de le faire. Ce sont les hommes politiques, ce sont les intellectuels qui doivent s'inspirer de l'histoire de la RDC, et particulièrement la parenthèse Patrice Lumumba, dans le cadre de ce mouvement national qu'il avait réussi à susciter. Il revient aux intellectuels, à une véritable société civile, je répète, une véritable société civile et une vraie classe politique, d'armer de façon mémorielle la conscience des Congolais pour que Lumumba renaisse. J'ai confiance, j'ai foi que Lumumba n'est pas mort, il ne mourra pas. J'ai toujours dit que le destin de la RDC est inscrit dans l'œuvre de Patrice Lumumba. J'ai toujours dit. Et je pense que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, les conditions, la mise en place des conditions de cette renaissance. Mais vous savez, la RDC, c'est un pays africain. Le dossier, je l'ai dit, l'affaire de la RDC, ce n'est pas l'affaire des Congolais. Voilà pourquoi nous on s'implique comme ça, on a compris ça. C'est toute l'Afrique qui doit prendre en charge ce dossier.
c'est toute l'Afrique qui doit prendre en charge ce dossier, n'est-ce pas, pour soutenir nos frères de la RDC et les accompagner dans le combat qu'ils mènent pour la libération de leur pays. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes là au terme de cette émission de Tectonique Géopolitique, 3e édition. Merci à Madame Yepmou, ma co-présentatrice. Monsieur le Président, si avec votre permission, nous allons rappeler quelques faits marquants que vous avez dit. Vous avez commencé par dire que le monde capitaliste s'est donné rendez-vous en RDC. Vous avez parlé de la mainmise de l'Occident, la mainmise occidentale sur les richesses de la RDC. Vous avez parlé de ça comme un processus de décapitation et de prise en charge des richesses d'un pays par un pays tiers, notamment l'Occident. Vous avez parlé du vide politique créé après l'assassinat. Processus de prédation. Processus de prédation. Vous avez parlé du vide politique après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Vous avez parlé de l'unité de la RDC qui, en l'état, n'était garantie que par les USA et la CIA. Vous avez parlé des missions, que la mission du Rwanda était de détacher l'Est de la RDC et le Nord Kivu pour récupérer ses richesses. Vous avez également parlé de la CENCO. Vous avez dit que c'est une organisation coloniale, néocoloniale qui travaille contre l'Afrique et contre la RDC. Tout à fait. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'Église catholique. Vous avez dit que ce clergé catholique, il est colonial et il travaille effectivement, comme j'ai dit, contre les intérêts de la RDC. Vous avez parlé de... Et ne pas confondre avec les fidèles catholiques. Il faut faire la part des choses. Effectivement, Monsieur le Président, c'était le prochain point. Vous avez également parlé des accords. Vous avez dit que ces accords sont une étape vers la libération de la RDC. Vous avez dit que Moïse Katumbi, c'est un traître. De la même manière que M. Kabila et une bonne partie de la classe politique. Vous avez insisté sur Moïse Katumbi. Sur la comparaison avec l'AES, vous avez dit que les conditions ne sont pas les mêmes et qu'il ne faut pas amalgamer au risque de se perdre. Vous avez par exemple dit qu'il n'y avait pas d'armée en RDC à l'accession du Tshisekedi au pouvoir et qu'il n'y avait pas de classe politique en RDC. Monsieur le Président, vous avez terminé en disant que vous avez dit encore que l'Afrique doit prendre en charge les questions géopolitiques, notamment celles de la RDC, sinon elle disparaîtra. Et vous avez terminé en disant que le destin de la RDC est inscrit dans l'œuvre de Patrice Emery Lumumba. Monsieur le Président, nous allons terminer par cet extrait tiré de la lettre de Patrice Lumumba en prison adressée à son épouse quelque temps avec sa mort. C'est un court extrait. Monsieur le Président, je cite. « Je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour répandre sa dignité sous un soleil pur. À mes enfants que je laisse, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté, sans justice, il n'y a pas de dignité, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Monsieur le Président, Tikala Malamu, ce qui signifie au revoir. Tikala Malamu à tous mes frères congolais. Et congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant
que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que les noirs n'étaient admis dans les cinémas